Bonjour à tous et à toutes, je continue sur Giacomo Meyerbeer et j'en étais à l'acte 3 des Huguenots, si je ne m'abuse. Alors, dans cet acte 3, il y a beaucoup de choses quand même, mais je serai assez succinct parce que j'ai du mal à bien expliciter, n'ayant pas de connaissances musicologiques. Il y a des choses qui me passent au-dessus de la tête, malheureusement, mais ça viendra parce que je regarderai de plus en plus les analyses et j'en arriverai à faire des analyses détaillées d'un opéra et même d'un acte d'opéra pour être plus dans la précision. Alors, il y a une question que je me pose. On a l'impression, dans cet acte 3, donc, de cet opéra qui se développe en 5 actes, comme tout grand opéra qui se respecte, normalement c'est 5 actes, on se demande si le fait que les Huguenots, à l'acte 3, passent pour des fauteurs de troubles, est-ce que c'est une maladresse du livret et donc qui serait due au fameux Eugène Scribe, ou alors est-ce que c'est une volonté du compositeur qui finalement a une perception négative des Huguenots et de la religion en général. On peut se poser la question, puisque, comme vous le verrez par la suite, le Prophète, 1849, il y a effectivement une perception très négative de la religion quand même, puisque le prophète, enfin, jusqu'à un certain point, puisque finalement, il est un petit peu réhabilité à la fin de l'opéra, le Prophète, Jean de Lède, mais on peut se poser la question. Alors, il y a un très bel air interprété par les jeunes filles catholiques, c'est classique, mais c'est mystérieux, c'est un peu dans la nuit, c'est très joli aussi, c'est la 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 la. Voilà, c'est joli, et puis après ça se croise, c'est une sorte de contrepoint avec l'air des Huguenots, qui est plus militaire et un peu ridicule au niveau des paroles, mais bon, c'est un peu gênant. Mais bon. Ensuite, il y a l'arrivée des bohémiennes qui sont censées n'être donc ni du côté des Huguenots ni du côté des catholiques. Elles sont païennes, et est-ce qu'elles sont là pour montrer la voie à suivre, c'est-à-dire avoir une autre perception, sortir des religions finalement, et trouver une autre voie? Ou est-ce qu'elles sont là pour essayer justement comme élément neutre de concilier les tendances religieuses? Ou alors, est-ce qu'elles prédisent finalement la catastrophe finale si les tendances religieuses ne se concilient pas? Alors, cet air des bohémiennes passe pour très remarquable. Moi, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais les musicologues, beaucoup pensent que c'est quelque chose d'étonnant sur le plan de la composition musicale. Malheureusement, le rôle est assez court, elles sont 2, donc c'est assez court. Alors, il y a aussi quelque chose de très très beau dans cet acte. Il y a celui qui annonce le couvre-feu, et c'est très 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 réussi. C'est vraiment une merveille, encore une fois de plus. Et une fois de plus, je dois dire que souvent, chez ce compositeur, ce qui est le plus important, ce sont les phrases qui oscille entre le récitatif strict et le chant, ce qui annonce un peu l'opéra plus moderne, par exemple, de Richard Strauss. Je pense à lui, parce que je pense à Rien à Naxos, il y a ce genre de choses, et on regrette que ça soit pas plus long, mais si c'était plus long, ça tomberait dans la fadeur. Voilà, je pense. Il n'y a pas de refrain. C'est une mélodie, donc une mélopée archaïsante. Un bourgeois de Paris. J'arrive plus à souvenir, et il annonce le couvre-feu. Enfin, je vais pas le chanter parce que le chanterai faux. Je l'ai en tête, mais j'arrive pas à le reproduire. Et c'est vraiment, écoutez, quand vous êtes à l'acte 3, écoutez cette annonce du couvre-feu. Vous en êtes frappé à vie. Plus que les grands airs finalement des Huguenots, encore plus. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors moi je m'amuse à mettre des étoiles pour mes livres et pour les opéras. Là je mettrais 4 étoiles, c'est-à-dire que ce que je mets quasiment jamais pour un livre ou pour un opéra. Ce passage-là, c'est une phrase qui est extraordinaire. Au niveau musical, au niveau théâtral, au niveau de l'ambiance qui dépasse l'opéra. Et là on est vraiment
euh, je dirais que c'est presque ce que produit en moi certains opéras de Mozart, c'est-à-dire que ça va au-delà de l'opéra. C'est vraiment un très grand chef-d'œuvre. Hein, ces quelques secondes finalement, c'est vraiment parfait. C'est magistral. Enfin, comment le qualifier? On n'arrive même pas à trouver les mots. Hein, parfois, quand les gens sont des génies. Enfin, c'est bête de dire génie, ça veut rien dire. On parlait des hauts potentiels. Là, je sais même plus ce que c'est. Quand on produit quelque chose comme ça, on est vraiment là, on est un vrai haut potentiel. Hein, voilà, je pense. Voilà. Euh, Après, il y a l'arrivée, donc il y a une petite bataille, des escarmouches entre les protestants et les huguenots, et le page annonce respecter la reine de Navarre, donc la reine de Navarre qui allait à un bal et qui arrive là, et elle fait un petit discours, et c'est un passage important, donc voilà, qu'elle intervienne, parce que elle aura plus grand-chose, c'est sa dernière réplique finalement, hein, à l'acte 3. Elle a beaucoup été présente à l'acte 2, ponctuellement à l'acte 3 et normalement à l'acte 5. Et beaucoup de metteurs en scène ne la font pas intervenir à l'acte 5, et ce qui est une grosse erreur à mon avis. Hein. Voilà. Alors après, il y a la partie des duos, des très 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 beaux duos entre Marcel et Valentine, vraiment très réussi. C'est un duo en 3 parties en fait. Il y a 3 parties. L'arrivée de Valentine est précédée d'un solo de clarinette. Donc Valentine, entre-temps, s'est mariée avec le comte de Nevers, puisque Raoul ne voulait plus d'elle. Il y a eu un malentendu en fait, qui aurait pu être dissipé très rapidement. Alors Raoul a commencé par à sauver Valentine. C'est encore l'opéra sauvetage, vous voyez, comme j'en vous en ai parlé précédemment, l'opéra sauvetage. Donc il sauve Valentine des méchants étudiants qui assaillaient sa litière. C'est une sorte, ouais. Et en fait, donc ils sont amoureux du premier coup d'œil. Enfin, c'est un peu naïf, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, Valentine se rend chez le comte de Nevers pour faire annuler son mariage avec lui, pour que le mariage n'ait pas lieu. Malheureusement, entre-temps, Raoul est chez le comte de Nevers et il la voit à la fenêtre. Il voit que c'est Valentine qui rencontre le comte de Nevers. Donc, il en conclut que c'est quelqu'un de léger, qu'elle ne l'aime pas, et donc il va renoncer à cet amour. Entre-temps, à l'acte 2, à la fin de l'acte 1, il y a Marguerite de Valois qui envoie un billet à Raoul pour justement lui faire rencontrer Valentine. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc, il y a un micmac invraisemblable. Et là, d'ailleurs, à la fin de l'acte 2, j'ai peut-être oublié de le préciser, à la fin de l'acte 2, il y a on se rend compte que la reine veut faire épouser Raoul à Valentine, ils veulent qu'ils se marient les deux, pour réconcilier finalement les deux tendances, catholique et protestante, et Raoul prend conscience que c'est Valentine qui est là, donc il est trahison, perfidie, il est contre. Voilà, vous avez compris, je sais pas si vous suivez, c'est un peu alambiqué. Dans un premier temps, donc, Valentine doit épouser le comte de Nevers. Ensuite, elle rencontre Raoul, elle tombe amoureuse de lui, elle ne veut plus épouser le comte de Nevers. Elle se rend chez le comte de Nevers, tandis que Raoul se trouve chez le comte de Nevers, et il la voit à la fenêtre. Donc Raoul n'a plus envie, le comte de Nevers dit qu'il n'épousera plus Valentine, mais il le dit à elle seule. Et Raoul voit Valentine avec le comte de Nevers, il croit qu'ils sont amoureux finalement, qu'ils vont se marier, et donc il ne veut plus épouser Valentine. Entre-temps, Marguerite de Valois est toujours sur l'autre version, elle veut faire épouser, elle veut qu'ils se marient, Raoul et Valentine, et elle envoie donc ce billet, elle le reçoit, il y a ce qui donne lieu à ces 2 beaux duos, et à la fin de l'acte 2, on se rend compte, Valentine est présente, et Marguerite de Valois dit « Voilà la femme que je vais vous faire épouser », et Raoul est furieux parce qu'il se dit « Mais il veut me faire épouser de celle qui est amoureuse du comte de Nevers ». Donc il refuse, ça crée un conflit, et là, ça se gâte entre les 2 camps, entre les huguenots et les catholiques, entre les protestants et les catholiques. Bon, ce n'est pas réalité historique, mais bon, la réalité de l'opéra. Il faut comprendre la réalité de l'opéra. Comme je vous le disais dans un de mes livres, enfin dans une de mes vidéos, il faut comprendre la réalité de mon livre. C'est un univers précis qui laisse place à l'imagination, à l'interprétation, mais dans une certaine mesure seulement. Là, il faut être dans la logique
de l'opéra Les Huguenots de Meyerbeer sur un livret d'Eugène Scribe. C'est pas les vrais Huguenots, hein. Voilà. C'est pas les vrais protestants de l'époque. Bon, il y a des points communs, mais ce n'est pas cette logique-là qu'il faut avoir. Et là, on est à l'acte 3. Ensuite, Valentine, finalement, épouse le comte de Nevers, puisque Raoul ne veut plus d'elle. Voilà. Donc voilà, donc j'en étais au duo entre, mais Valentine est toujours amoureuse de Raoul, et elle veut l'avertir d'un complot qui est livré contre lui. Elle a prié dans l'église pendant pas mal de temps, elle a été seule, elle sort, elle finit par rencontrer Marcel, et là, elle l'avertit du complot, mais d'une façon tellement compliquée, je me demande comment il fait pour comprendre, hein. Comment dire? Et donc, ça donne lieu à de très très beaux duos, très inspirés, donc entre Marcel et Valentine. Leurs voix se concilient très bien. Donc, Valentine, c'était pour Cornélie Falcon. C'est pour une soprano Falcon. Alors moi, je vais être je vais simplifier à outrance et ça va choquer les musicologues. Pour moi, une soprano Falcon, c'est une sorte de mezzo peut-être un peu plus aigu. Une soprano qui a un timbre de voix assez sombre. Voilà. Voilà. Et donc, pour faire contraste avec la voix de Marguerite de Valois, hein, il fallait un rôle plus puisque c'est un rôle plus dramatique quand même, hein. Voilà. Marguerite de Valois, c'est la bonne fée autour de laquelle papillonnent des courtisans, des courtisanes en l'occurrence, même s'il a quand même un rôle dans l'action. Mais Valentine a davantage de rôle dans l'action que la reine, hein. Et enfin, il y a l'espèce de duel en se non, j'ai confiance. Je trouve pas ça extrêmement réussi, mais bon, pourquoi pas, hein. Il y a l'espèce de duel qui capote finalement, mais je sais pas comment dire. C'est c'est pas le meilleur passage, hein, à mon avis, sur le plan musical du moins, à mon avis, hein. Alors, on va arrêter là peut-être parce qu'on passera à l'acte 4. Il y a beaucoup de choses à dire à l'acte 4. Donc là, je me suis centré surtout sur la musique et j'ai finalement pas assez développé les aspects de l'intrigue qui sont alambiqués, et je reviendrai d'ailleurs sur cet opéra en développant plus l'intrigue afin que vous voyez où je veux en venir. Mais l'idée, c'était quand même de vous faire appréhender la qualité de la musique qui est hors du commun, mais surtout, alors il y a deux choses dans les opéras de Meyerbeer qui sont importantes et essentielles. C'est l'utilisation des instruments en solo qui annonce un personnage et qui le caractérise parfois, qui caractérise une ambiance, hein, aussi. Regardez pendant que Marguerite de Valois est au bord du Cher. Et il y a aussi l'importance des récitatifs. Ce ne sont plus des récitatifs, c'est comme l'évolution des espèces. Vous voyez, les espèces qui évoluent. Alors, les récitatifs sont devenus aussi importante que les morceaux chantés avec refrain, vous voyez, qui existent dans l'opéra et qui existent encore dans les Huguenots, hein. Et ça annonce pour moi un petit peu ce qui va suivre, c'est-à-dire que Francis Poulenc ou Richard Strauss, pour ne citer que ces deux, parce que je suis un peu plus ignare dans les opéras plus modernes, qui ont fait des choses très très musicales, mais sans faire de chansons, sans faire d'air. Voilà. À bientôt pour la suite. Bonne journée. Au revoir.